en parlant de paradoxe. Oui, t'as un paradoxe à... Non, c'est une transition, c'est une transition un peu merdique parce que en fait, ce dont je vais vous parler, ça a été fait par des mecs qui s'appellent un studio qui s'appelle Paradox, voilà. Donc, mais voilà, c'est voilà, non mais écoute, c'était. vas-y, tu t'introduis tout seul, Ben. Je voulais souhaiter. Là, c'est la technique du pied dans la porte. Ah bah oui, clairement. Ah bah là. Tu voulais faire ta chronique? Bah non, c'est à moi. Non, mais vas-y. Non, mais vas-y, c'est vas-y, juste t'as que là, il a commencé, dit paradoxe. Non, mais en plus, moi, j'ai pas spécialement préparé quoi que ce soit, donc ce sera très essentiellement décousu et improvisé. Vas-y. Mais j'avoue que là, je me suis vraiment laissé tenter parce que c'était presque le mot de la fin et la coïncidence était trop belle, quoi, pour être bon, peut-être pas gâché, c'est un mot un peu fort, mais raté, évité, j'ignore trop comment le qualifier, mais oui, parce que du coup, non, parce que tu voulais vraiment. Non, moi j'étais en train de réfléchir à un jeu depuis tout à l'heure parce que c'est pareil, vu que Fanfan est plus là. On peut faire la transition entre. Non, mais vas-y, Ben, t'as lancé la transition, t'as une rapport. Ouais, bah écoute, pour rebondir alors du coup sur le paradoxe de Raph, et ça n'est qu'une coïncidence de mots en l'occurrence. Moi, je voulais vous parler d'un jeu vidéo auquel j'ai pas mal joué ces derniers jours, semaines, essentiellement parce que j'ai plus internet et qu'il s'avère que ce jeu se joue sans internet puisque c'est un jeu solo. Je vois pas comment on pourrait faire ça en groupe en fait. Donc peut-être qu'il y a un multijoueur. Il peut y avoir un moyen de faire du multijoueur. Peut-être, honnêtement, je sais pas. J'ai toujours. Dites-le dans les commentaires. Je suis pas sûr, hein, parce que j'y ai joué un peu et j'ai jamais vu ça. Pas. D'ailleurs, si vous avez des questions, des remarques pendant le truc, des trucs plus drôles, ouais, dites-moi parce que Crusader Kings c'est le jeu dont je vais vous parler, bien sûr, Crusader Kings 2 plus particulièrement. Et oui, parce que le 3 n'est pas va sortir ou n'est pas encore. Il est sorti le 1er septembre. septembre. Et ben là, vu qu'on est le 7, il est sorti. Ouais. Crusader Kings 2, tout comme le 3, tout comme énormément de grands jeux de stratégie, il a été édité par un studio suédois qui s'appelle Paradox Development Studio et édité par Paradox Interactive que vous connaîtrez sans doute peut-être pas tous, mais qui est quand même très connu pour avoir fait des jeux comme Hearts of Iron. Et oui, bah oui. Comme Stellaris. Oui. Et bien sûr Victoria et Europa Universalis. Et enfin la série des Crusader Kings. Alors le 3 étant sorti la semaine dernière et n'y ayant pas joué puisque je n'ai pas internet depuis une semaine, donc j'ai pas pu l'acheter et ne le ferai pas pour des raisons que j'évoquerai plus tard, en tout cas pas tout de suite. Je me rends compte avec ce que tu dis qu'ils ont absolument rien fait sur l'Antiquité. Si, ils ont alors ça c'est un de leurs derniers en fait, je crois que c'est peut-être le dernier jeu qu'ils ont sorti avant Crusader Kings 3 pardon. C'est un jeu sur l'Antiquité où alors je sais pas ce que tu peux gérer, ça a l'air d'être tourné très essentiellement autour de Rome en fait. D'accord. Crusader Kings 2. Alors je voulais en parler parce que j'y ai pas mal joué et parce qu'honnêtement en fait c'est le truc qui m'occupe le plus en ce moment en termes de mon temps libre. J'y joue énormément. C'est un jeu que j'ai acquis il y a des années de cela et je résiste pas à narrer cette petite anecdote qui est entièrement personnelle. Mais vous connaissez maintenant tous Raph et Marc, Thibaut. Notre cher ami Thibaut qui n'a pas encore participé au podcast. Et non, parce que Thibaut a d'autres chats à fouetter. Oui. Eh bien, il s'avère que c'est Thibaut, la première fois que je l'ai rencontré, qui m'a conseillé de me procurer Crusader Kings. D'accord. Et en gardant à l'esprit que Thibaut, je l'ai rencontré en 2015, que je me suis occupé, entre guillemets, de sa formation là où je bossais à l'époque. Et il m'a conseillé Crusader Kings, et il s'avère qu'à ce moment-là, on était en plein été, ou au début de l'été, je ne sais plus. Il y avait les soldes de Steam, en fait, et il m'a parlé de Crusader Kings, qui était sorti en 2012, donc depuis déjà un certain temps à l'époque. Et il m'a dit, mais il faut que tu chopes ça, si t'es fan de jeux de stratégie, il faut absolument que tu joues à Crusader Kings. Ouais. Qui ça, de stratégie, Stéphane? Pardon. Quoi? Alors là, je l'ai pas du tout. Quoi? Je sais pas, c'est fan de jeux de stratégie. Oh non, oh mon dieu. Oh non. C'est grave. Ah ouais, non, je l'avais pas du tout, hein. Mais oui. Donc il y a 5 ans de cela, un peu plus maintenant. Oui. Thibaut que j'ai connu à l'époque et que j'ai presque oublié dans la mesure où on s'est pas vu pendant encore pas mal d'années après, rencontré plus tard, bref, m'avait dit ouais, maintenant on est en coloc. Le monde est petit, l'Ardèche surtout.
Et ben, il m'a dit, ouais, il faut que t'essayes ça, c'est trop bien. Sauf que moi, comme je l'ai fréquenté pendant 3 jours, bah il m'a juste dit que le jeu était génial. Il m'a dit profite qu'il soit en solde de Steam et achète-le. Seulement 89 €. Non, c'était moins. Je crois que je l'avais chopé avec. Alors non, en fait c'est 250 € à l'heure actuelle si tu veux acheter avec toutes les extensions. Là en l'occurrence, il y avait quelques DLC. J'avais dû le payer 30 balles. Et je l'ai ouvert. Ouais. Déjà, je l'ai installé. Je l'ai acheté d'abord, si vraiment on veut être cohérent. Je l'ai acheté, je l'ai installé. J'y ai joué l'espace de 15 minutes. Et ne comprenant absolument rien à ce qui se passait, eh bien, je l'ai abandonné et j'y ai plus joué pendant très littéralement 5 ans. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, il s'avère que Crusader Kings, comme la plupart des jeux de Paradox Interactive, sont des jeux de stratégie qui sont quand même relativement complexes et qui demandent un certain temps à être pris en main. Alors sans dire que c'est forcément foncièrement très très compliqué. Quand je m'y suis remis, en fait, Thibaut m'a expliqué comment m'en servir et il m'a pas fallu plus d'1 heure pour comprendre des grandes lignes. Après, ça demande quand même plusieurs heures de jeu pour prendre en main toutes les mécaniques, etc. Là, je suis plutôt un casu du jeu entre guillemets parce que j'ai joué que 130 heures, ce qui est relativement peu, et figurez-vous que même après 130 heures de jeu, après avoir testé pas mal de choses, eh bien, je suis encore en train de découvrir des trucs que j'avais complètement sous-évalués jusqu'à présent. Donc voilà, si vous avez du temps devant vous, si vous aimez les jeux de stratégie, alors c'est pas des jeux de stratégie en temps réel, ça n'est pas comme par exemple les Total War où vous allez mener en fait un combat sur le terrain tout en faisant en fait de la gestion, où vous faites de la gestion d'un empire, d'une nation, etc. Et de temps en temps vous réglez vos comptes sur le champ de bataille. Là tout est réglé automatiquement. Automatiquement. Il y a des règles, il y a des calculs qui sont pris en compte, des avantages de terrain, etc. en fonction d'où vous combattez. Cela étant dit, Crusader Kings 2, c'est plutôt c'est un wargame que je définirais, alors c'est sans doute pas le bon mot, mais plutôt comme de la gestion de dynastie. Oh, c'est ça. Et c'est ça qui est relativement original, c'est que plutôt de gérer une nation, un pays, etc., un empire, là vous gérez une famille seigneuriale médiévale. Alors le jeu vous permet, à l'origine, le jeu sans DLC vous permet de jouer entre l'an 1066, qui correspond à la bataille de Hastings et la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, de cette date-là jusqu'à une des dates qui est retenue comme fin du Moyen-Âge. En l'occurrence, non pas la découverte du Nouveau Monde, mais 152, la prise de Constantinople. Absolument, la chute de Constantinople et le très regretté Empire byzantin. Ah oui, pardon, n'est-ce pas ? oui. Non, j'étais juste plongé sur Constantinople et je pensais même plus la mélancolie. Et bien sûr. Cette ville nous manque. Ah oui. Et Crusader Kings, du coup, vous permet en fait, et c'est ça qui est sympa, de prendre le contrôle d'à peu près n'importe quelle famille seigneuriale de cette époque-là, en fait. Ouais. Vous pouvez choisir la plus grande famille, la famille la plus puissante. Vous pouvez choisir d'être le roi de France. Vous pouvez choisir d'être un puissant seigneur, ou alors un simple comte, entre guillemets. Ouais, c'est ça aussi qui est rigolo, c'est de partir de la petite échelle et de partir vers le plus haut sommet. Je crois que c'est ce qui était le plus fun, moi. Quand j'ai juste joué, j'ai fait juste le didacticiel et c'était ça en fait. C'était un baron, un castillan. Et en fait, ça a l'air très réducteur comme ça, parce qu'on se dit c'est de la gestion de dynastie. Ça peut paraître comme ça au premier coup d'œil très réducteur, mais en fait, sachez que vous pouvez à peu près tout faire, tout gérer, de l'éducation de vos enfants à la chute. Par exemple, pose-moi la question quelles options j'ai de faire chuter mes rivaux en tant que seigneur. Mais dites-moi, monsieur Benjamin, quelle option avez-vous pour faire chuter vos rivaux comment comptez-vous vous y prendre pour pouvoir atteindre le haut du sommet, si tu veux dire, monsieur Benjamin? Monseigneur, même, devrais-je dire. Vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. Vous voulez déstabiliser, vous voulez vous emparer d'un comté dont vous avez besoin pour avoir domination totale sur un duché complet. Qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, tout dépendra bien sûr de la famille que vous voulez déstabiliser, mais vous pouvez à peu près tout faire, de comploter pour assassiner la personne, jusqu'à polluer entre guillemets son bassin génétique en lui offrant des concubines que vous avez enlevées partout.
Voilà le champ des possibilités qui s'offre à vous. Alors je ne dis pas que je soutiens éthiquement ce genre de pratique, hein. Ce n'est pas le propos, mais ça fait partie des choses que vous pouvez faire. On a une autre de souvenir, par exemple, vous en avez plein d'autres. Si tu convoites justement une baronnie juste à côté, tu peux lui donner, par exemple, ta fille en mariage, ou ton fils plutôt, si la personne a une fille. Et comme ça, peut-être que la génération suivante, eh bien, la baronnie appartiendra à ta famille. C'est un des meilleurs moyens, en effet, de pouvoir obtenir des claims. Faut toujours savoir vendre ses enfants aux personnes qui sont intéressantes. Absolument. Et c'est une des parties principales, bien sûr, de cette gestion dynastique, ça va être, la gestion matrimoniale, c'est-à-dire que vous, en tant que seigneur médiéval qui a le droit de vie et de mort sur chaque personne vivant sur vos terres, y compris bien entendu femmes et enfants, concubins, concubines, ainsi de suite, eh bien vous contrôlez la destinée de chacune de ces personnes. En fait, vous jouez à chaque fois comme leader de votre famille, c'est-à-dire que vous allez, à la mort d'un de vos personnages, eh bien reprendre le jeu directement en incarnant votre héritier. Peu importe son âge, peu importe s'il est en ligne directe ou si c'est votre cousin ou votre neveu et ainsi de suite. Ce qui fait que du coup, à partir du moment où tu n'as plus d'héritier, c'est le moment où tu as perdu. Absolument. Si votre famille tombe en quenouille, si vous n'avez plus d'héritier, oui, c'est une expression un peu has-been, mais si vous n'avez plus d'héritier mâle à disposition, si vos lois imposent que vous ayez besoin d'un héritier mâle, vous pouvez bien sûr changer, et ça, bien sûr, ça fait partie des choses intéressantes. On peut changer les lois. C'est pour ça que je vous encourage à me poser des questions, parce que très sincèrement, je peux pas parler de tout, même si j'avais préparé, ça prendrait un temps fou. Mais en fait, vous pouvez changer les lois de succession, alors ça prend du temps, il faut gérer les choses. C'est Medieval Simulator en termes de gestion de pays, en fait. Ouais. Alors, c'est rien que pour dire, il y a énormément de choses à gérer sur le jeu. Tant et si bien que le jeu, de toute façon, le sait et t'aide dans le sens où, par exemple, quand tu incarnes ton roi, ta reine, le personnage, il est pas tout seul. Le personnage, il a un conseil. Et les conseillers qui sont à l'intérieur sont en charge d'une multitude de choses. La gestion du conseil, ça fait partie d'une des choses les plus cruciales parce que tes conseillers sont là pour t'aider, mais si tu les traites pas bien et si tu ils vont te trahir. Attention, eh bien ils vont commencer à comploter contre toi. Et ça, c'est une des composantes les plus importantes du jeu, c'est de pouvoir contrôler ces vassaux. Il faut toujours les surveiller parce que si on ne fait pas gaffe, si on ne fait pas attention, très rapidement ils vont. Et quand je dis très rapidement, ça peut ne prendre que quelques années in-game, c'est-à-dire quelques minutes de jeu et tu peux te retrouver avec des factions énormes qui vont te destituer ou alors t'imposer des choses qui vont limiter très grandement ce que tu vas pouvoir faire. Comme la révolte des barons en Angleterre par exemple. Absolument, c'est ça, on diminue le pouvoir du roi. Généralement c'est ça qu'ils vont faire pour commencer, c'est essayer de diminuer ton pouvoir et puis à un moment ils vont trouver quelqu'un qui préfère et le mettre à ta place sur le trône. Ce genre de choses sympathiques, et tu vas te retrouver bien sûr de souverain à simple vassal qui ne sera d'ailleurs pas aimé puisqu'il aura été destitué, et bien sûr l'opinion qu'ont de toi tes vassaux, tout comme les gens qui ne sont pas tes vassaux mais potentiellement tes alliés, tes voisins, etc. compte énormément. Et la moindre erreur de gestion, le moindre misclick sur une décision peut avoir des conséquences assez dramatiques sur ta partie. C'est un jeu qui est, j'estime, assez dur, même quand on joue des factions, des monarques, des familles qui sont relativement puissantes. Je trouve que c'est un jeu assez dur parce que le moindre faux pas en fait peut être payé très chèrement. Mais vraiment. Moi, par exemple, j'ai donné en mariage mon fils je crois que je jouais l'Empire bulgare et j'avais envie de mettre un petit peu de mon sang dans la lignée des Hongrois qui étaient à côté, et j'ai donné mon fils aîné en mariage à la fille du roi de Hongrie, moi qui étais empereur de Bulgarie. Et le roi acceptait à condition que ce soit un mariage matrilinéaire, c'est-à-dire que les enfants de cette union appartiennent à la famille, et moi je ne l'avais pas vu. Et tu as signé. Je n'avais pas vu cette option en fait, et j'ai appuyé sur OK parce que je n'avais pas vu qu'il acceptait sous condition de matrilinéarité. Et je me suis fait je pense qu'on peut le dire, je me suis fait rect sur ce coup-là. Et voilà, c'est ce genre d'erreurs en fait qui peuvent complètement te briser une partie, mais qui t'apprennent à la dure, je dirais, et sur le tas, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire.
et Crusader Kings, ce sont des parties sur lesquelles vous allez passer potentiellement des heures, voire des dizaines d'heures sur une seule et même partie, pas des dizaines, mais au moins je dirais une quinzaine d'heures par partie pour celles qui vont durer longtemps. Et c'est le jeu où en fait à chaque fois que vous allez vous lancer dedans, eh bien votre famille va survivre peut-être un petit peu plus longtemps. Vous allez briser votre navire générationnel sur des écueils divers et variés, mais au bout d'un certain temps, vous allez apprendre de vos erreurs. Et c'est un jeu que je trouve très franchement assez jouissif parce qu'il est relativement dur, et quand on arrive à faire des choses sympas avec ça, eh bien c'est toujours plaisant en fait, c'est gratifiant, absolument. Et on l'a dit en même temps en fait. C'est gratifiant. T'as aussi l'aspect de la religion aussi. Ah bien sûr. Ah oui, bah c'est ça. Bien sûr, je l'ai appris à mes dépens en jouant le roi de West Francie assez récemment d'ailleurs, où j'ai fait un peu n'importe quoi dans ma gestion des lois en fait, et sans me rappeler en fait qu'il y avait le pape qui était là et qui pouvait t'excommunier, et si le pape t'excommunie, t'as un malus qui est de moins 25 ou moins 30 d'opinion chez tous les chrétiens catholiques, donc un malus qui est violent, moins 20, moins 30, c'est assez violent, donc j'ai été obligé d'arrêter ma game. Est-ce qu'on peut du coup jouer le pape? Non. On peut pas jouer les non, et ça c'est très décevant, je sais pas. Non, en fait techniquement les théocraties ne sont pas dynastiques. Elles peuvent l'être quand tu vois les Borgia, tout ça, mais je veux dire non, tu ne peux pas jouer les théocraties, c'est-à-dire que tu ne peux pas jouer un évêque, un seigneur évêque, ce qui est dommage parce que le comte du Vivarais est un seigneur évêque. Et oui. Tu ne peux pas jouer le seigneur du Vivarais. Le Vivarais qui est du coup pour les auditeurs l'Ardèche actuelle. Exactement. Et comme nous sommes tous ici en Ardèche, ça compte pour nous. Non, malheureusement, tu ne peux pas jouer les théocraties. Donc en fait, le pape et les seigneurs évêques, ça fait partie des rares choses que tu ne peux pas gérer. Absolument pas d'ailleurs. Cela dit, tout à l'heure, je disais que je ne voulais pas acheter Crusader Kings 3 pour l'instant. Oui, du coup, pourquoi alors alors non pas qu'il soit de mauvaise facture, quoique j'en sais rien. Honnêtement, je n'ai vu ni présentation, en fait, je sais rien du tout à part qu'il est sorti le 1er septembre. Il y a 2-3 let's play qui traînent sur internet pour le moment, mais guère plus. Je ne veux pas l'acheter parce que Paradox Interactive a tendance à éditer des jeux qui ne sont pas finis en fait. Ça fait partie de ces jeux. Si tu les achètes sans les DLC, tu en feras le tour en une vingtaine d'heures. C'est un peu un gros problème du jeu vidéo dans l'actualité dans ce moment ça. C'est certes c'est un problème. Je pense notamment au Total War, pas mal en ce moment qui sont dans ce goût-là sur le jeu, et après t'as 15 milliards d'extensions à acheter. J'excuserais moins Total War Creative Assembly, je les excuserais peut-être moins que Paradox Interactive. Mais oui, ouais, c'est vrai que c'est un autre débat, moi ça me prend la tête un petit peu, mais c'est le genre de jeu en fait, avant de s'y mettre, je pense que c'est mieux d'attendre qu'il y ait au moins quelques DLC qui soient sortis. D'accord. Moi je l'ai très bien vu avec notamment Stellaris qui est dans le délire de la version spatiale de la version spatiale science-fiction, absolument. Stellaris, j'ai fait mes premières parties sans aucun DLC, et il s'avère qu'au bout d'une trentaine d'heures, on a vraiment le sentiment d'en avoir fait le tour, et on a le sentiment que malgré la complexité apparente du jeu, il est plein d'une certaine vacuité en fait. Et les DLC sont là bien sûr pour augmenter cette espérance de vie, mais par exemple Crusader Kings, je suis loin d'avoir tous les DLC, il doit m'en manquer 5 ou 6. Et bien malgré le fait que j'en ai quand même pas mal, là j'ai l'impression de tourner un petit peu en rond. Je commence à avoir l'impression de faire des choses assez répétitives. Oui, alors que pourtant on a pas mal de DLC. Alors que il y en a pas mal, mais il faut que il m'en manque certains majeurs qu'il me faut que je me procurerai aux prochaines soldes, je pense. Mais voilà, Crusader Kings 2, intéressant si vous avez du temps à y investir, et aussi un petit peu d'argent, parce qu'on va pas se mentir, les DLC, il y en a certains qui sont quand même à 14 balles, et quand vous en avez une quinzaine quasiment aujourd'hui, c'est des DLC dont les prix sont compris entre 7 et 14 euros en fait. Donc ça fait s'acheter un petit jeu quoi. Ouais, c'est comme s'acheter un petit jeu. On a des jeux indépendants pour ces prix dans ces ordres de prix. Donc voilà, il faut le savoir, je pense, avant de se lancer.
Moi par exemple, quand en 2015 j'avais acheté Crusader Kings, je ne le savais absolument pas. Et pendant longtemps en fait, quand je voyais Crusader Kings dans mon inventaire Steam, je repensais honteusement à cette époque où je m'étais laissé tenter sur les conseils d'un jeune homme que je connaissais à peine, mais qui me semblait d'une très grande intégrité. Et il s'avère qu'après 5 ans et donc un temps assez considérable, eh bien ce conseil était de bonne facture et que donc et oui, et bien sûr, et ça de manière assez salut d'ailleurs. Ouais, si tu nous regardes Thibaut. Ouais, là où tu es. Ouais. Mais pour finir avec ça, il y a des DLC, qui semblent un peu plus intéressants que d'autres. Voilà, j'aimerais bien donner une petite liste éventuellement de DLC qui peuvent être sympas. Je pense que tu peux mettre dedans au moins celle sur Harald. Ouais, alors ouais, ça je vais en fait une qui est sympa et qui rajoute quand même presque la moitié de la carte à jouer en fait et la moitié des seigneurs disponibles, c'est Sword of Islam, l'épée ou le sabre de l'islam. Ah oui, ça te rajoute tous les pays qui rajoute la possibilité de jouer un sheikh, un émir ou un calife musulman en fait, voilà. Trop bien. C'est une extension qui permet également qui a une mécanique de polygamie en fait. Qui rajoute aussi des nouvelles mécaniques de succession dynastique propres aux nations musulmanes. D'accord. Et qui rajoute un truc un petit peu chiant que j'ai pas encore tout à fait réussi à gérer comme il faut, c'est la notion de décadence. Ah, de décadence. Il y a un compteur de décadence en fait qui augmente au fur et à mesure que tu ne fais plus de combats, de guerre, au fur et à mesure que tu deviens complaisant avec certaines hérésies, au fur et à mesure que tu as des membres de ta famille qui sont faibles, qui sont corrompus, qui ont ce genre de choses. Donc moi j'ai fait quelques playthroughs avec notamment les Omeyyades et les Abbassides, et j'y arrive pas. Ça a l'air très compliqué. J'ai pas réussi à prendre encore en main le truc. Ce qui est intéressant parce que du coup ça veut dire que le gameplay est radicalement différent en fait. Ah oui, bien sûr. On va reparler en fait. Il y a plein de systèmes différents de succession et d'organisation en fait sociétale. De souvenirs, il y a l'organisation des nations musulmanes qui sont globalement féodales, mais avec des lois de succession et disons des mécaniques un peu différentes du monde occidental bien sûr. Il y a le système féodal occidental avec la papauté qui rajoute pas mal de choses là-dessus. Vous avez les orthodoxes. D'accord. Également, qui sont une part non négligeable de la chose, avec un système de patriarche, mais moins influent que le pape. C'est-à-dire que le pape, là, s'il veut vraiment te faire chier quand t'es catholique, il te fait grave chier. Comme dans la vraie vie, quoi. Là, le patriarche orthodoxe, globalement, je fais 2 games avec la Bulgarie et je l'ai pas vu, quoi. Je l'ai pas vu, pourtant j'ai pas fait des trucs très très Charlie, mais voilà, j'en ai pas spécialement entendu parler. Après il y a on y reviendra peut-être au fur et à mesure des DLC. Alors Legacy of Rome, je crois que je l'ai, l'héritage de Rome, où ça prend du temps d'avance, c'est ça j'imagine. Non, alors justement, non, ça te fait démarrer au même moment en fait, ça change pas la date de départ. Ça te permet de reformer l'Empire romain. Ça te permet absolument en tant qu'empire byzantin, de reformer l'Empire romain. Ça c'est classe. Et de dénouer, de réparer le grand schisme également entre orthodoxes et catholiques. Donc, mais c'est un sacré défi, ça, dis donc, parce que personne n'a jamais réussi dans la réalité. C'est un sacré défi, d'autant plus que jouer l'Empire byzantin, quand tu choisis l'Empire byzantin sur le niveau des difficultés, c'est un des plus faciles à jouer sur papier. Ah ouais? En théorie, c'est un des plus durs. Moi, j'ai essayé, et c'est une horreur. Après, je suis pas très doué, sans doute, mais donc je dirais pas que Legacy of Rome soit indispensable, mais si jamais on se fait un peu chier après des centaines d'heures de jeu et qu'on a envie d'un bon challenge en fait, l'Empire romain qui n'en rêve pas d'ailleurs de ça, eh bien il y en a encore qui doivent en rêver à l'heure actuelle dans la vraie vie, je pense. Clairement. Je dirais un DLC qui est sympa, c'est The Republic. The Republic qui vous permet de jouer en tant que République marchande. Ah, tu peux jouer les Vénitiens, un truc comme ça. Les Vénitiens, les Génois, etc. Tu peux être Doge. Voilà, ça rajoute pas mal de mécaniques de jeu, notamment par le fait que le titre est bien de Doge, ou l'équivalent. C'est électif. Et électif. Et du coup, il faut que tu gères, en fait, faut que tu fasses du lobbyisme à mort pour être élu. Pour que ce soit toujours ta famille qui soit élue, du coup, c'est démocratie, 21e siècle simulator, quoi, c'est un peu la même chose qu'aujourd'hui, mais avec des républiques, marchandes. Alors, The Old Gods, c'est sympa. Ah, The Old Gods, c'est vraiment sympa, les anciens dieux qui permet en effet de jouer les païens, en fait, cette fois. Donc, les vikings, mais aussi les slaves, etc. Alors, celle-là, tous elle les gens permet non convertis au 12e, quoi.
Ouais, c'est ça. Elle permet de repousser en fait la date de début du jeu, avec notamment, là cette fois vous commencez dans l'an 867, donc deuxième moitié du 9e siècle. Et du coup, attends, je vais refaire mes trucs d'histoire. 867. Ah bah je saurais pas dire si ça correspond à une date précise. Non, mais on doit pas être loin normalement de la fin ou de l'avènement de Charlemagne, comme ça, non. Là c'est Charlemagne, c'est 814. 814, Ah ouais, non, c'est les invasions vikings. C'est en plein dans l'ère viking. Là, on est plutôt, si je me souviens bien, au début de ça, t'as bien les trois entités qui ont été divisées à la mort de. Ah oui, du coup t'as la Lotharingie, la France occidentale et la France orientale. Ouais, exactement. La Lotharingie qui ne fait jamais long feu, hein, d'ailleurs. Oui, bah comme dans la vraie vie. Hein. Sinon on vivrait en Lotharingie à l'heure actuelle, je pense. La Lotharingie, oui, bah, c'est au milieu de grandes puissances qui sont bouffées. Alors, parmi les DLC intéressants. En même temps, Lothaire comme prénom, c'est quand même pas génial. Non, certes. Auquel j'ai joué, il y a Way of Life. Way of Life, c'est plutôt un des petits DLC qui est sympa et qui permet d'améliorer la gestion des personnages. En fait, ça augmente les options des persos, notamment dans les mécanismes diplomatiques. Ça permet aussi, c'est essentiellement ça en fait. Ça ajoute pas mal de choses. Moi, je trouve ça sympa. Conclave, qui est une petite DLC qui permet d'améliorer en fait la gestion de conseil, en fait, de ton conseil, de tes conseillers, qui rend sa gestion un peu plus complexe, peut-être un peu plus réaliste, et qui permet aussi de mieux contrôler l'éducation de tes enfants. C'est-à-dire que là, les traits que vont obtenir tes enfants, leur capacité sera un peu moins aléatoire qu'avant. Ça sera lié plus ou moins aux conseillers. Ce sera lié aux éducateurs, aux précepteurs en fait que tu auras choisi en partie pour tes enfants. Il y en a un qui est sympa, c'est The Reaper's Due, le dû de la mort, le dû de la faucheuse, qui rajoute en fait des épidémies qui frappent beaucoup plus souvent et qui t'obligent à te prémunir contre elles, et qui rajoute notamment la position de médecin royal, qui devient très clairement dans les premières parties du jeu la personne la plus importante que tu puisses avoir, parce que très sincèrement les épidémies ça tombe relativement souvent. Tes gamins, bon c'est le Moyen-Âge, sont souvent malades. Et puis c'est le mec que t'as pas intérêt à avoir vu par d'autres factions à côté, quoi. Tu le choisis pas n'importe comment, voilà, clairement. Après, je crois qu'il y a d'autres, il y a d'autres DLC, par exemple Thibaut m'a dit que Monks and Mystics c'était sympa, qui rajoute les sociétés secrètes, les ordres religieux, un petit peu les différents cultes chelous. Les hérétiques, quoi, un peu du coup. Ouais, exactement. Et il y a aussi Holy Fury, à ne pas confondre avec Holy Furry, bien sûr. Rien à voir avec les furries, c'est tout le contraire là, puisqu'il s'agit de la Sainte Furie, très littéralement traduit en français, et qui rajoute en fait une refonte des systèmes de croisade avec, si j'ai bien compris, un accès aux ordres temps. D'accord. Ah oui, donc du coup tu peux... Il me semble que ton personnage peut faire partie d'un ordre, alors que jusqu'à présent ces ordres tu pouvais les engager comme des mercenaires au moment où il y avait des croisades. D'ailleurs, c'est assez intéressant de noter que j'ai passé 130 heures sur le jeu et j'ai participé à ma première croisade il y a peut-être de ça 3 ou 4 heures de jeu. Ah ouais. Ouais, Crusader Kings. Avant. Et ben en fait, si tu ne joues pas à fond et pendant un certain temps un royaume catholique, pas de croisade. Et il s'avère que jusqu'à présent, j'avais essentiellement joué des musulmans, ça veut dire qu'il t'améliore. Et des orthodoxes. Et du coup, les croisades, soit j'en étais la cible, soit défendu contre des croisades. Est-ce que tu peux faire des djihad contre les musulmans ? Tu peux faire des djihad. Cool. Absolument, tu peux. Alors, je connais pas trop bien les mécaniques de djihad parce que mes parties avec les musulmans ont été très courtes parce que je m'en suis pas sorti. Mais oui, t'as des djihad. Là, j'ai fait une très longue partie où la chrétienté a très clairement triomphé sur l'islam. Mais ça arrive, et ça aussi, alors je vous le dis parce que c'est un des trucs les plus fun, c'est que vous allez être à fond dans le jeu, vous allez y jouer pendant 7-8 heures d'affilée, et vous allez essentiellement vous concentrer sur ce que vous faites et sur ce que font vos voisins, et vous allez pas voir le reste du monde, et à un moment vous allez vous dire bon, faisons une pause, et là pensez bien à regarder la gueule de la map et les nouvelles frontières, et vous allez avoir le loisir de vous rendre compte que la Ouest-Francie a peut-être été entièrement envahie par les Omeyyades, et que le roi de France est maintenant vassal du sultan omeyyade, et qui s'est converti à l'islam. Ouais, c'est ça. On a des uchronies qui sont, c'est aussi une des parties intéressantes en fait de voir des nations assez improbables ou une histoire qui se passe de manière bien différente de celle qu'on connaît. C'est ça qui est drôle au fond.
Donc voilà, si vous êtes des fans d'histoire, de contrôle, de fils de puterie, je suis désolé de m'exprimer ainsi, mais c'est clairement ça, c'est fils de pute simulator à bien des égards d'ailleurs. Mais c'est très bien, je pense que... Ah oui, t'as pas trop accroché? En fait, je pense que je suis au même stade que toi par rapport à ton premier reste. Ouais. Et mon PC n'aidant pas forcément. Ça a l'air très compliqué, et quand t'es tout seul, je vois même pas comment les premiers qui ont joué à ce jeu ont pu le faire d'eux-mêmes, tu vois. Moi j'étais complètement paumé, mais je pense qu'avec quelqu'un qui te montre un petit peu ce qu'il faut faire, globalement après ça devient beaucoup plus simple. Moi Thibaut, très franchement, il s'est posé 1 heure, il m'a montré les trucs et après j'étais capable de jouer. Ouais, c'est un jeu qui nécessite un lourd apprentissage. Ouais, un lourd apprentissage. Après, pour ceux qui débutent, je conseillerais peut-être de jouer les païens. C'est les plus simples à jouer peut-être. Ouais, je trouve que c'est peut-être ceux qui sont les plus simples à jouer. Alors c'est un peu embêtant parce qu'il y a les païens et notamment les vikings. Alors je sais pas comment ça se passe chez les slaves, mais n'ont pas de loi d'héritage de primogéniture. Ils ont des lois d'héritage qui sont électives en fait. Donc c'est pas très simple. Enfin, c'est pas très simple. C'est pas très compliqué de faire élire son fils. Et ce qu'il y a de pratique, c'est que si ton premier fils c'est un débile, ou qu'il est complètement incompétent, faible, on s'en fiche, eux s'en fichent, la primogéniture n'a pas à court. Donc c'est dans ce sens-là aussi que c'est simple. Si t'as plusieurs fils et tu risques d'en avoir, eh bien tu peux choisir celui qui a les meilleures statistiques en fait, qui sera le plus à même à gérer. Alors que si tu es roi chrétien, même qui a des lois de succession qui sont de primogéniture, et il va falloir que tu te démerdes autrement. Soit tu fais en sorte que ton fils meure. Oui, c'est vrai que tu peux assassiner tes propres enfants pour choisir le bon héritier. Je pense pas que si tu dois le faire, essaye de faire en sorte que ça se voit pas, parce que si tu passes pour un gros bâtard. Je sais pas s'il y a vraiment des malus pour patricide, mais en tout cas il y a des malus pour si tu te fais chaud pour une tentative d'assassinat. D'accord. Enfin bon, voilà, je pense en avoir assez dit parce que là je pourrais continuer pendant. Oui, après ça a l'air d'être un jeu effectivement. Donc voilà, une chronique très clairement comment dire, décousu de fil blanc. Ouais, décousu absolument, et surtout improvisé. Complètement improvisé, mais c'est pas grave. L'improvisation, moi ce que je dis toujours, c'est que ça a souvent énormément de bon. Regardez ce soir par exemple. À la base, tout était calculé au poil de cul, et au final on est que 3. Et toi, du coup, t'as pensé à ta chronique. Oui, par contre, sur les chiottes. Ouais. Par contre, j'annonce, j'ai mes prochains sujets qui seront un petit peu plus Est-ce que tu veux faire un petit teasing pour les prochains épisodes, pour ton prochain projet à toi? Un petit teasing. Ou tu veux, on garde la surprise? Non, la surprise. Allez, on garde la surprise. Eh ben nickel. Moi, j'ai pas le droit de demander. Si, justement, attends, j'étais en train de réfléchir, bordel. Demander quoi? Qu'est-ce que tu veux demander, Raph? Non, parce que tu demandais les prochains sujets de Benjamin, toi, mais t'as des idées de sujets ou pas, du coup? C'est confidentiel. Et non, voilà, c'est confidentiel. Ça veut dire qu'il y en a, du coup. Le public veut savoir. Dites si vous voulez savoir dans les commentaires. Même si personne ne commente jamais. Je suis tristesse. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.